Voici les amis où j'ai passé la nuit. C'était plutôt une très bonne nuit. J'étais vraiment bien. Hier soir, le ciel était étoilé. Je voyais la Voie lactée, les satellites, les étoiles filantes. Bref, c'était simplement magnifique avec la lune qui dominait juste dessus cette ruine. Bonjour tout le monde, je m'appelle Céleste Grant et vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Bienvenue sur ce 4e vlog pour cette 4e journée sur le sentier Qatar, le GR 367. Aujourd'hui les amis, en tout cas de bon matin, je ne vais pas beaucoup filmer car je n'ai tout simplement plus de batterie. Toutes mes batteries externes sont déchargées et là mon portable arrive en fin de course et la batterie part de plus en plus vite. Donc je ne vais pas filmer mon étape, mon chemin comme je fais d'habitude. Voilà, m'en voulez pas mais il faut absolument que je garde de la batterie. Allez, trêve de blabla, je lève le camp, je déjeune et je commence de bon matin. Là il est 7h30. Allez c'est parti, je vous souhaite un bon vlog. Vous avez vu quand je tiens l'antenne et quand je tiens plus l'antenne, et ben je capte pas. En fait, je sais pas si vous le savez, mais le corps humain fait office d'antenne. Si un jour vous êtes dans une situation d'urgence et que vous avez besoin de capter un message ou en transmettre un, sachez que votre corps a les mêmes propriétés que les antennes. C'est pour ça souvent, je sais pas si vous avez remarqué, quand vous allumez la radio, quand vous passez à côté, vous allez entendre, ça capte, et quand vous allez vous éloigner, ça redevient un bruit, de la neige. Et donc c'est la preuve que notre corps, on dégage des ondes, on est chargé d'électromagnétisme. Bref, c'est la preuve qu'il existe des choses qu'on ne voit pas toujours avec les yeux. En résumé, j'écoutais les informations, bon, c'est toujours le chaos dans le monde. Je les écoute 1 minute puis j'ai ma dose. Mais là j'écoutais, il parlait des JO en Chine ou au Japon, je sais plus où, bon bref. Et il disait oui, cas de Covid, nous les isolons immédiatement, les athlètes, et nous serons tout aussi sévères. Alors, t'es là, mais ils sont en train de parler d'un mec qui a le Covid, d'un malade, comme d'un zombie, quoi. Comme d'un paria. C'est-à-dire qu'en fait, on est revenu, là, je suis sur Sentier Qatar, donc ça nous concerne, on est en plein Moyen-Âge. On est revenu à une époque où, genre, on t'exclut. Genre, si t'es malade, si t'as un peu la goutte au nez ou si vaguement tu tousses, parce que t'as mal dormi, ça y est, quoi. Étiquette rouge, on te met à part de la société. On t'exclut. Tu sais, il y a un côté un peu comme au Moyen-Âge où les handicapés, les nains, ceux qui étaient difformes, les lépreux, machin, tu sais, on les foutait dans des villages à part, dans des îles. Démerdez-vous, tu sais, on les laissait crever à petit feu dans leur coin. On en est revenu à ce niveau-là. C'est-à-dire que imagine, toi, un beau matin, t'es là, tranquille, le test dit que t'es positif, bam, t'as l'armée qui te tombe dessus, don't move. Bref, retour au Moyen-Âge. Je suis en train de grimper et là en contrebas vous pouvez voir la petite ruine où j'ai passé la nuit. Bon, j'ai dit que j'allais pas beaucoup filmer en ce début de matinée parce que j'ai toujours pas pu recharger mon truc. Mais il faut quand même que je vous fasse part de quelque chose. C'est que en fait je manque d'eau. Je manque d'eau, j'ai l'impression de me répéter, j'ai l'impression de dire ça dans chaque vidéo. Mais là c'est difficile en fait. J'ai clairement pas assez d'eau. On ne croise pas du tout de sources, de rivières, de fontaines pour recharger ces gourdes. Donc 2 litres c'est pas suffisant, on est dans un pays sec, un pays où il fait chaud, où ça manque d'eau. Des fois je croise des lits de rivières qui sont littéralement asséchés, hein. Tu pourrais marcher dedans, c'est un chemin. Donc voilà, je vais vous le dire, là par exemple depuis ce matin, en fait hier soir j'ai terminé ma gourde, donc ce matin j'ai pas pu boire. Et là je suis en train de grimper, il y a des sommets pas possibles. Et je transpire, mais là je suis déshydraté. J'ai rarement autant manqué d'eau. Là je sens que j'ai les lèvres gercées. J'ai la langue qui est bizarre,
elle est sèche, elle me fait mal limite. Enfin bref, être en plein soleil, être en plein effort et manquer d'eau, c'est hardcore. Même si j'ai très soif et que là je pense qu'à une seule chose, c'est trouver de l'eau, je reconnais qu'arriver comme ça avec le château devant nous, sur ce chemin, ça le fait vraiment beaucoup. J'arrive au pied du château, je vois qu'il y a des bagnoles de garées, ça doit être un endroit assez touristique. Ainsi, cette forteresse aragonaise va-t-elle cesser de résister au royaume de France? La mort dans l'âme, Chabert de Barbera signe sa réédition et vend son château de Quéribus en échange de sa liberté. Le siège est levé. Son château, dernier refuge pour les seigneurs Fédis et les Cathares, n'est pourtant pas tombé. C'est Olivier de Termes, l'ancien compagnon devenu redoutable ennemi, qui a capturé Chabert et mis fin à la résistance. Déjà, les sergents de la nouvelle garnison se rassemblent. Déjà, les ingénieurs du roi se mobilisent. Bientôt, le château, refortifié, lancera un majestueux défi à la proue de l'Occitanie, désormais face à l'Aragon. Véritable nid d'aigle, Quéribus s'élève à 728 mètres d'altitude, au sommet d'un éperon rocheux. Tout près de la frontière aragonaise, il surveille les plaines jusqu'à la Méditerranée. Après le traité de Mauparis en 1229, puis l'échec de la révolte de Trencavel en 1240, le castrum accueille des Cathares et des seigneurs Fédis. Remis au roi de France après sa conquête en 1255, le château connaît alors d'importantes transformations qui renforcent son rôle militaire. Aménagement du donjon, édification de la tour de l'escalier, etc. Ce château a résisté au roi de France jusqu'au bout et a offert à quelques seigneurs Fédis et croyants cathares un dernier refuge. Longtemps après la fin de la croisade et après la prise de Montségur, Quéribus sert de refuge aux hérétiques cathares et seigneurs Fédis, c'est-à-dire ceux qui ont été dépossédés pour leur soutien à l'hérésie. Benoît de Termes, évêque cathare du Razès, y meurt vers 1241. En 1255, à la veille de tomber, le château accueillait encore des cathares dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Quéribus, ou la citadelle du Vertige, ultime refuge cathare et théâtre du dernier siège de la croisade en 1255. Cette citadelle, placée tel un nid d'aigle sur un piton rocheux vertigineux, domine le célèbre village de Cucugnan.
suis redescendu du château, j'ai fait la visite. Et en bas, à l'accueil, là où on peut acheter les billets pour aller faire la visite, il y a un petit espace. Alors, je me suis installé tel un gitan. J'ai branché toutes les prises qu'il y avait. Je les ai prises pour charger mes trucs. J'ai même un autre truc là-bas qui charge. Donc là, je mange. Avec moi, j'ai nourriture lyophilisée. J'attends que les batteries se chargent bien correctement. Je m'avance sur le montage et je reprends ma route immédiatement. Et c'est ainsi que je quitte derrière moi le château de Quéribus. Impressionnant, je me suis pris une claque. Oh là là. Il y avait du monde de manière touristique, il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc j'ai essayé de filmer comme du mieux que je pouvais sans trop filmer les gens, les touristes. Il y avait beaucoup de monde. Le château est impressionnant. Pour moi, il est vraiment en deux parties. Il y a aussi bien des parties très bien conservées où vraiment tu arrives à cerner l'histoire du lieu et tu te dis putain, mais à l'époque ça devait être quand même quelque chose de vivre là-dedans ou de se cacher là-dedans pendant un siège. Et en même temps des pièces très archaïques, pas délabrées spécialement, mais beaucoup moins travaillées de manière architecturale. Du style, c'est juste une grotte dans la paroi et de là on a fait des trous dans les murs pour tirer des flèches quoi. Et vraiment excellent, il est impressionnant, il est en hauteur aussi. Et alors là-haut le vent il souffle, je vous raconte même pas. Déjà que dans ce pays j'ai l'impression que le vent souffle tout le temps, mais alors en hauteur c'est n'importe quoi. J'ai la sensation d'avoir pris mon drone pour rien parce que je pense que les châteaux à chaque fois s'ils sont perchés comme ça je pourrais jamais le sortir. Déjà je sais pas si j'ai toujours le droit de le filmer, mais bon ça si j'ai pas le droit je prends le gauche. Mais ensuite parce que le vent moi c'est un petit drone que j'ai, si le vent souffle le truc il dégage quoi, je le revois pas. Bref, en tout cas j'essaie de vous filmer un peu ces châteaux de bonne ambiance. J'ai pu recharger un peu mes batteries. Ils vendaient des bouteilles d'eau. Alors il n'y avait pas de point d'eau, pas de fontaine, rien. Pas de robinet, je veux dire, pas de toilette, que dalle. Mais ils vendaient des bouteilles d'eau, donc je me suis pris une bouteille d'1 litre que j'ai payé 2,50 €. Ouais, on sent que là c'est le truc touristique. Mais bon, écoutez, je préfère payer 2,50 € et avoir à boire. Là, ça y est, c'est officiel, hein, je respecte plus les étapes, hein, j'avance à mon rythme, parce que là je suis resté beaucoup trop longtemps ici. En vrai, les randonneurs, ils arrivent, ils regardent, puis ils reprennent la route. Je vais bien, clairement, 2 fois moins vite qu'un randonneur normal. Mais c'est parce que en fait moi derrière j'archive, je filme, je monte. Je dois attendre que mes trucs se rechargent. Bref. Donc là j'arrive, prochaine village, à Cucugnan. J'entreaperçois le village de Cucugnan au loin à l'horizon entre ces pins. D'ailleurs j'ai remarqué depuis un petit bout de temps la végétation commence à changer. Un petit peu moins aride, un petit peu plus vert, je commence à préférer. Je retrouve un peu plus de terrain d'herbe. C'est un peu plus agréable parce que c'est vrai que depuis Port-la-Nouvelle et jusqu'à présent, c'était quand même bien sec. Bon attention, on est encore dans un truc sec là, je ne suis pas non plus dans les Pyrénées ariégeoises. Mais je vois petit à petit le changement s'établir. Les amis, je vais profiter qu'il y ait un peu moins de vent ici et surtout que j'ai de la batterie maintenant pour vous raconter un petit truc qui m'est arrivé ce matin qui est assez incroyable. Mais ce matin, j'ai pas pu vous en parler parce que comme je vous l'ai dit, j'étais dans une économie d'énergie. Donc je vais vous raconter ça. Hier soir, j'étais fatigué et au moment de fermer les yeux, je vérifie si j'ai toujours un petit objet que je porte avec moi. J'ai une sorte de pendentif auquel je suis très attaché, j'y tiens et il est toujours rangé au même endroit, donc je sais pas pourquoi, je vérifie s'il est toujours là. Surprise, l'objet n'est plus là. J'ai perdu l'objet. C'est-à-dire que c'était vraiment une seconde avant de fermer les yeux, hein, j'allais m'endormir et là je me dis putain je l'ai perdu. Et je suis quelqu'un d'assez organisé et rangé. Si je le trouve pas là où il doit être, c'est que je l'ai perdu. C'est pas que je l'ai rangé ailleurs, tout ci, tout ça. Non, je sais qu'il est pas là. Et là, en fait, j'ai une réaction assez étrange. Plutôt que d'être déprimé ou blasé, comme n'importe qui finalement, je me dis, bon, on verra ça demain, c'est pas grave, il doit pas être très loin. J'avais cette intime conviction que mon objet était pas très loin. Pourtant, je ne sais pas où je l'ai perdu, parce que combien de fois la poche dans laquelle cet objet était rangé, c'est un pendentif, combien de fois cette poche dans laquelle le pendentif était rangé, je l'ai ouverte pour prendre autre chose, une lampe frontale, mon duvet, une gourde. Cet objet a eu 10 milliards d'occasions de tomber sans que j'y fasse très attention. Et là, en m'endormant, en cherchant le sommeil, je me remémore tous les moments où je me dis, mais en fait,
ouais, ça se trouve, je l'ai perdu là. Ah, j'ai dû le perdre ici. Ah, mais là. Et là, dans ma tête, je me dis, mais c'est trop loin, j'aurais la flemme d'y retourner. Mais en même temps, j'hésitais. Je me disais, au pire, demain, je laisse mon sac, je prends mes godasses et j'y vais en courant, en sprintant. J'essaie de retrouver l'endroit. Mais après, je commençais à me dire, mais non, mais c'est n'importe quoi parce qu'en fait, j'ai aucune preuve de là où il est. Puis ça se trouve, il est simplement tombé en chemin. Ça voudrait dire que tous les pas que je fais en arrière, il faut que je regarde comme ça à gauche, à droite, pour voir si je le trouve. Et là je me suis dit non mais en fait c'est pas possible. Puis au fond de moi j'y croyais pas. Je dis non mais il doit être dans le coin. Je le savais. Je savais qu'il était dans le coin. Je sais pas où. Je me suis dit on verra ça demain. Donc je me suis endormi. Là toute la nuit j'ai fait des rêves sur cet objet. J'ai rêvé qu'on me le volait. J'ai rêvé que je le retrouvais. J'ai rêvé qu'on m'en offrait un autre. Enfin je sais pas, c'était assez particulier. J'ai fait des rêves qu'autour de ça. Ça m'a travaillé inconsciemment. Puis ce matin au réveil j'étais là genre ça me contrarie un peu de l'avoir perdu. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'intime conviction qu'il est quelque part autour de moi. Mais quand je dis autour de moi, je voulais pas dire autour du sac ou autour de la fourrure où j'ai dormi. Non, je voulais vraiment dire près de ces ruines. Je me disais, je suis sûr qu'il est près de cette ruine-là où j'ai dormi là. Donc je range mon sac et juste avant de mettre le sac sur les épaules, je me dis je vais faire un tour là autour. Je vais essayer de me rappeler tous les pas que j'ai fait hier soir quand je cherchais un endroit où dormir, quand je filmais. Donc je fais des allers-retours comme ça dans l'herbe en essayant de me remémorer exactement les chemins que j'ai pris. Et surprise, je le retrouve. Improbable parce que si vous voulez, j'ai l'impression que je le savais. Je savais qu'il était là et je dis quand même improbable parce que c'est la puissance de l'esprit qui m'a étonné. Parce que je me suis dit, mais c'est bizarre, cet objet, je savais tellement qu'il était là, j'en étais tellement convaincu que j'en suis sûr, soit je ressentais sa force, c'est-à-dire qu'il était là et je sentais son énergie à cet objet-là, comme un appel. Exactement comme quand vous perdez votre téléphone portable et que vous demandez à votre pote de vous appeler et qu'il est en mode vibreur. Tu l'entends vibrer mais tu sais pas vraiment où, tu cherches autour là comme ça, tu sais pas si c'est sous le canapé, dans les toilettes, mais tu sais qu'il est dans le coin. Ça me faisait ça en fait, mais bon il n'y avait pas l'option vibreur, vous comprenez bien ma métaphore. Mais j'avais cette certitude qu'il était dans le coin et que c'était à moi de le trouver. Mais si vous voulez, là où cette histoire est improbable en fait les amis, c'est qu'il aurait pu être mais n'importe où ailleurs parce que si vous voulez, la dernière fois que j'avais vu cet objet, ça remontait à super longtemps, donc j'avais aucune preuve que les probabilités de l'avoir perdu soient plus autour de moi que 3 jours en arrière. Je ne savais pas, parce que ça faisait un petit bout de temps que je l'avais pas vu cet objet. Quand je tombe dessus, je rigole tout seul, je me dis mais je le savais qu'il était là. Et je me suis dit mais en fait c'est fou cette histoire. Et alors j'en ai conclu la chose suivante. C'est qu'en fait dans ce genre de situation, il y a 3 possibilités possibles, il y a 3 types de personnalités possibles, à vous de voir à laquelle vous appartenez. Première personnalité, il y a celui qui va être dégoûté, baisser les bras et juste dire « Oh non putain j'ai perdu l'objet, ça me dégoûte, fait chier, voilà c'est tout ». Il va même pas chercher, il va se dire bon ben point, bon j'aurais plus qu'à en racheter un autre, voilà c'est tout. Donc en fait le lendemain il prend son sac, il part et en fait il sait pas mais l'objet est à côté de lui, il a pas vu. Lui, cette personne est tellement dégoûtée qu'il n'y a rien derrière, c'est juste du non-effort, genre j'ai perdu, point, aucun effort. Parce que moi ce matin, à 7h30 du mat, j'avais pas plus envie que n'importe qui de fouiller par terre. Mais vu que je savais que j'allais le retrouver, ça me motivait. Deuxième type de personnalité, c'est celui qui va le perdre également, mais qui va être persuadé que c'est loin. Genre, ah putain, mais j'ai dû le perdre, il y a déjà 2 jours de marche, lorsque je me suis baigné à tel endroit, j'ai dû le sortir de mon sac, j'ai oublié de le rendre. Donc en fait, il va se persuader que son objet, il est très loin derrière. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que son objet sera réellement loin derrière. C'est aussi simple que ça. Si tu sais que tu l'as perdu très loin derrière, ton objet va comme se matérialiser, et ben être loin derrière, en chemin. Et la troisième personnalité, c'est celle que j'ai pu expérimenter, c'est l'inverse. Tu dis, bah, je sais que mon objet est autour de moi. Et vous savez quoi les amis? Je pense même que c'est proche du miracle ou de la magie. Je suis quasiment persuadé, je suis sûr que si j'avais pensé qu'il était loin, je ne l'aurais pas retrouvé en allant au même endroit où je l'ai trouvé. Mais là, vu que je l'avais pensé si fort avant de m'endormir, vu que j'en ai pas fait un drame, j'ai pas tout balancé en mode ah fait chier j'ai perdu. Non, je me suis endormi genre ah bah je sens qu'il est quelque part, je verrai ça demain. Je l'ai retrouvé. J'ai même l'impression que si ça se trouve, l'objet je l'avais perdu il y a déjà plusieurs kilomètres, voire plusieurs jours de marche. Mais c'est simplement parce que j'y ai cru, je le savais, que je l'ai matérialisé près de moi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La force de l'esprit et de la pensée. Je suis persuadé que j'ai réussi à recréer l'objet autour de moi. Là, vous devez me prendre pour un fou, mais en fait, il faut vraiment comprendre que
c'est improbable que je l'ai retrouvé. Regardez, c'est pas des chemins, c'est une garrigue. C'est vraiment comme si je vous disais, je l'ai retrouvé là, quoi. C'est du même niveau que si je vous dis, bah là, je vais aller voir, j'en suis sûr, je vais trouver mes clés de voiture. Ça n'a pas de sens, en fait. Tu ne peux pas retrouver tes clés de bagnole ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ce qui m'est arrivé ce matin. Et c'était tellement puissant que ça m'a même semblé normal. J'ai même pas fait tout un truc genre, waouh, c'est incroyable, merci la vie. Non, j'étais là genre, mais oui, en fait, je le savais. Je savais qu'il était là. Et ça, les amis, cette expérience-là que j'ai pu faire ce matin s'appelle encore une fois la foi. Je vous parle beaucoup de la foi dans ces vidéos. Je l'ai pu l'expérimenter ce matin. C'est cette croyance, cette conviction. Quand on le sait, la foi, ce n'est pas faire un déni ou ce n'est pas essayer de se convaincre. C'est pas du tout ça. C'est au contraire se dire, non, mais je sais que c'est là, je verrai ça demain, relativiser, se calmer. Et voilà. Et dès le lendemain matin, quand tu te lèves, tu dis, bah, je sais que je vais le retrouver, il doit être quelque part par là. Bam. Bref, alors là, en vous la racontant, je sais pas si c'est vraiment exceptionnel, mais moi, je vous jure, j'ai trouvé ça incroyable ce matin. Ça m'a rappelé exactement cette même anecdote. Vous savez, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle que j'ai fait, où j'avais acheté un couteau suisse et j'étais contrarié parce que je l'avais payé assez cher et en fait j'avais pas l'option scie. En gros, j'avais pas l'outil scie pour couper du bois. Et je m'étais dit, ah putain, je me suis fait avoir, je pensais que tous les couteaux suisses avaient la scie et tout machin, et il y était vraiment pas, hein. J'avais beau regarder en tous les sens, je disais, ah non, il n'y a pas l'option scie. Et en fait, un soir, je sais pas pourquoi, j'ai rêvé que j'avais un couteau suisse avec l'option scie. Et le lendemain, je me dis, ah putain, mais attends, j'ai pas regardé, ça se trouve, je vais le prendre dans l'autre sens, je vais ouvrir machin bidule. Et là, je découvre qu'en fait, j'avais l'option scie, mais elle était cachée derrière l'option couteau. En fait, les deux, quand ils sont rangés, ils se confondent. En fait, bon, c'est assez con dit comme ça, j'en ai conscience. Mais je vous jure que j'avais trouvé ça ouf, parce que ça faisait plusieurs semaines que j'avais mon couteau suisse, en étant persuadé de ne pas avoir de scie. Et je le désirais tellement que j'ai l'impression de l'avoir créé. J'ai l'impression que pendant la nuit, la scie s'est matérialisée dans mon couteau. Et j'étais comme un gosse, j'étais là, ah putain, merci, j'ai une scie. Ah putain, vous êtes en train de regarder un mec qui vrille. Hein. Je m'entends parler là, je me dis, il doit me prendre pour un putain de fou. Bon, écoutez, laissez-moi faire mes délires mystiques. Et me voici enfin arrivé à Cucugnan. C'est marrant comme nom ça. Voilà ce que je viens de descendre. Le château de Quérébus est derrière. C'était long. Comme d'habitude, je fais un petit point avec vous à chaque grosse ville. Donc là, Cucugnan, j'ai fait 74 km depuis Port-la-Nouvelle, depuis le début. Et je suis à 320 mètres d'altitude, alors que je suis parti de zéro, au bord de l'eau. Les amis, j'arrive en haut de Cucugnan. Il y a une brocante encore. À chaque fois, je me tape des brocantes, je suis trop content. Ça fait plaisir de voir des gens parce que je vois vraiment personne lorsque je suis en pleine campagne. Je me demande bien qu'est-ce que je vais acheter encore comme connerie. Je quitte le petit village de Cucugnan. Et alors là-haut, là, il y a une image à faire, les amis. C'est pour ça que je la fais d'ailleurs. Le château Qatar avec la lune juste au-dessus. Là, c'est épique. Dommage que j'ai pas une bonne qualité. Et là, alors là, on a un très bel office du tourisme. Leur logo est quand même cool. Là. Après Bunker Sauvage, Corbière Sauvage. Au revoir, Cucugnan. Bon, les amis, le vent est toujours là. C'est un enfer dans ce putain de pays. Le vent. Je crois qu'on appelle ça la tramontane, à part le vent qui est chiant, enfin c'est surtout pour la vidéo que c'est chiant, en soi moi le vent ne me dérange pas, ça me rafraîchit même. En tant que randonneur, le vent c'est plutôt un allié. Non, c'est juste pour la vidéo, je pense à chaque fois que je l'allume, il y a des bourrasques, ça doit être insupportable. Vous savez que vous ne le voyez pas dans les vlogs parce que je coupe les moments un peu nuls, mais des fois ça m'arrive de dire 15 fois la même phrase, juste pour essayer d'avoir une prise sans vent, où on comprend ce qui est dit, parce que sinon c'est juste inaudible quoi. Donc en fait on croit que je suis spontané, mais il y a des fois des trucs où c'est à moitié de la mise en scène quoi. Je viens, comme d'habitude, vous faire un petit débriefing du village qui vient de se passer. C'était génial, ça m'a fait du bien. Je suis obligé de parler dans le micro, hein. Je suis désolé si le son est pourri, mais c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour parer le vent. Non, village, trop bonne ambiance.
il passait de la petite country dans les haut-parleurs du village. Déjà rien que ça, les villages avec des haut-parleurs où dedans t'entends ouais, une vieille country américaine, t'as l'impression vraiment d'arriver dans une ville perdue en plein désert. J'ai trouvé ça excellent, l'ambiance. Petite brocante bien sympa. Alors, premièrement, j'ai trouvé une fontaine. Ah, Dieu merci, j'ai pu remplir mes gourdes. Nickel. Ensuite, il y a une dame qui me voit remplir mes gourdes. Elle a dû se dire, oh le pauvre, il a pas d'argent, il marche pieds nus, c'est un clodo. Tiens, donne-lui un sandwich. Donc t'as son mari qui était en train de bouffer son sandwich. Il vient me voir et fait, ouais, il y a ma bonne femme qui veut que je vous donne mon sandwich. Du coup, en fait, ils m'ont donné un sandwich, je sais pas, tomate mozzarella je crois. Donc pour ce soir, j'ai mon repas, merci à vous. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé encore? Je me suis arrêté pour prendre un café. Et en plus j'en profite pour recharger mes batteries. Donc ça c'est l'autre bonne nouvelle, quasiment tout est plein là. Mon portable est rechargé, mes trucs. En fait, que des bonnes nouvelles. Le seul truc un peu négatif, c'est que du coup je suis à la bourre. C'est-à-dire que le temps que mes batteries se rechargent, j'ai pas avancé. En termes d'étapes, je suis pas du tout là où j'avais prévu d'être. C'est pas grave, je crois que j'ai décidé là-dessus d'abandonner, de ne plus chercher à viser trop loin. Voilà, je marche. Là, voilà, j'ai envie de repartir, je repars. Je fais au feeling. Ah si, attendez, non, je voulais vous parler de ça aussi. J'ai un second bâton, un second bambou. Ça peut paraître rien, mais en fait, ça commençait à me manquer. Je voulais vous en parler des bâtons parce que c'est important. Moi, j'aime pas les bâtons de marche officiels, les bâtons de randonneur là. J'ai besoin de marcher avec un vrai bout de bois de la nature. Et la particularité du bambou, c'est que c'est un bout de bois extrêmement léger. Tu le sens pas le truc. Par contre, il est super solide. C'est pour ça que je prends qu'avec des bambous. Mais j'en avais un, mais j'en avais pas deux. Et là, dans la brocante, à un moment, je range, je dis, vous avez pas des bambous à vendre? Et le mec, il fait, bah si, j'en ai plein le jardin, je vais t'en chercher un. Donc il a été me chercher une sorte de roseau bambou qu'il m'a donné. Donc là, je viens de le tailler de la même taille que celui que j'avais déjà. Ils font à peu près le même poids, ils font la même taille. Et ça, alors pour avancer dans les montées, mais c'est tellement utile. Ils sont vraiment légers. Alors le problème du bambou, c'est qu'il s'use à force. C'est-à-dire plus tu l'utilises, et si vous voulez, c'est comme une mine de crayon. Ça réduit. Donc voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'aurai plus de... La canne sera usée. Mais par contre, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est un des meilleurs bâtons de marche. C'est vraiment le bambou, le roseau. Léger, souple, solide. Voilà, c'est juste qu'il s'use à force de taper le sol. Il s'use vraiment beaucoup. Donc voilà, un petit village, j'en attendais rien de cucugnant et vraiment mortel. Personne n'avait le masque aussi, ça fait plaisir. Dans le café où j'ai été là, ça fait du bien de retrouver des gens comme ça. Vraiment, cucugnant, gros coup de cœur pour l'instant. Je me suis dit, allez, j'ai trop traîné, putain, mais il y a un putain de moulin là-bas à Cucugnan. Ça, je l'ai raté ça. J'ai pas été filmé ça. Bon, je vous le filme d'ici, mais c'est trop beau. Le seul truc que je n'ai pas pu faire, c'est des emplettes. J'ai toujours fait aucune course, je parle d'à manger, donc je tape toujours dans mes réserves que je porte depuis le premier jour. C'est pour ça que mon sac est si lourd, donc j'ai encore de quoi manger. Donc voilà, prochaine étape, Douillac. Punaise les amis, mais en fait j'ai vachement avancé. Regardez là, j'arrive à ce village et en fait c'est la montagne découpée que je voyais hier soir tout au loin. Je suis déjà arrivé au pied. Ah, c'est magnifique, mais regardez-moi ces décors. Et alors là, je vois qu'il y a une sorte de château. Je suis prêt à parier que c'est le château de Peyrepertus. Et ça doit être le village de Douillac. Pour les passionnés de chiffres, ceux qui veulent absolument savoir combien de kilomètres je fais par jour, moi j'ai une moyenne de 25 km par jour. Ça veut dire que des fois je fais plus, vers les 30, 32, et des fois je fais moins, plus vers les 20, 21. C'est une moyenne, et 25 c'est bien. Après je filme, hein, je tiens à préciser ça. Je filme, je dois m'arrêter pour charger. J'avance beaucoup la nuit pour pas prendre de retard sur les étapes. Donc ouais, pour ce que je fais, pour le côté vlog, tout ça, 25 c'est largement bien. Mais sinon, les moyennes générales quand on est randonneur sans filmer, juste et avec un sac à dos aussi plus léger, hein, quand on dort dans les gîtes et qu'on fait pas du bivouac et qu'on n'est pas obligé de transporter toute sa bouffe, tout ça, là on est plus sur du 30 km par jour. Quand je vois ça, je me dis quand même qu'on vit dans un putain de pays. Mais regardez ça quoi. Déjà, la montagne de manière naturelle a fait un putain de mouvement stylé, a fait ce qu'on appelle un cirque. C'est vraiment excellent, elle est comme ça, incurvée. Et les hommes, les Cathares ont juste décidé de fabriquer un château là-dessus quoi. Je sais pas, mais est-ce que vous comprenez que tu es en train de marcher, tu es là, tu regardes tes pieds,
Puis d'un coup, tu lèves les yeux, t'as juste ça, quoi. C'est ultra... Enfin, c'est des décors incroyables, en fait. On a des trucs de malade en France. D'ailleurs, c'est le moment promotion. Si vous aimez ce genre de balade avec des décors incroyables sur des sentiers de légende comme ça, je vous invite à aller voir le site internet hycamp.com. Alors, j'en ai déjà parlé dans le vlog numéro 2, sauf que j'avais fait une faute d'orthographe dans le vlog numéro 2. J'avais marqué hycamp, H-Y-C-A-M-P, alors qu'en fait, c'est pas un C, c'est un K qu'il faut mettre. hycamp, c'est un site français qui permet d'organiser vos randos. Ça vous propose des randonnées à la journée, des treks, des bivouacs, sinon des boucles, des grandes randonnées et surtout les chemins de légende. Donc tous les chemins un peu connus, type Saint-Jacques-de-Compostelle, où je suis là, Sentier Cathare ou Robert Louis Stevenson. Tu as avec toute l'histoire qui va avec. Bref, c'est un bon site internet. Vous pouvez proposer vos propres randonnées là-bas. Et en fait, ils soutiennent la chaîne. Et du coup, voilà, je me permets de leur faire un petit coup de pouce, un petit clin d'œil. Donc allez soutenir hycamp. Je mets un lien dans la description. Et vous pourrez vous aussi découvrir ce genre de putain de décor. On se retrouve les amis pour un petit briefing sur la carte de France. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis toujours le petit point bleu. Voilà, je suis bien avancé dans les terres. Hein. GR 367. Alors j'arrive au petit village de Douillac sous Peypertus. Et en fait ça s'appelle sous Peypertus parce que devinez quoi? C'est parce que c'est dessous le château. Eh ben oui, me faites pas genre, bah oui, t'avais pas compris Céleste? Ben non, j'avais pas compris, c'est pas toujours évident. Les noms sont tellement bizarres ici que des fois sous Peypertus, on sait pas pourquoi, mais c'est aucun rapport. Je vois qu'il y a des fontaines. Et après, ça va être de la grimpe. On va passer de l'altitude 260 à peu près à arriver au château 796. Ouch, dénivelé violent. Arrivé sur Douillac sous Peypertus. L'arrivée est assez épique. Dominé par cette falaise et ce château là-haut. Oh là là. Alors, ici, il y a de l'eau qui coule. Et apparemment, non seulement elle est potable, mais en plus, c'est une eau miraculeuse qui rend amoureux. Quiconque en boira, qu'amoureux il deviendra. Donc, je sais pas quelle est la prochaine randonneuse qui va boire après moi, mais il faut qu'elle se dépêche parce qu'il y a de la concurrence. Hein. Voilà, je remplis toute ma gourde. Bim! Allez, j'en profite pour laver mes pieds. Et le pied droit sera amoureux du pied gauche. Putain, c'est dingue comme je casse la légende magique. Ah ouais, c'est l'amour. Attends, je vais me laver mes pinglots, moi. En parlant de mes pieds, quelqu'un dans les commentaires me disait « Oui, je te crois pas que tu le fais pieds nus. » Écoutez, je sais pas comment je peux vous le prouver. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas spécialement une partie de plaisir. Le pied droit, ça va. Honnêtement, le pied droit, j'ai rien, en fait, je peux marcher. Mais le gauche, j'ai mal ici, là. Sous la plante, je sais pas ce que j'ai l'impression d'avoir une boule sous le pied, mais c'est pas une ampoule. Et ça me détruit le pied, ça me fait boiter. On voit le château qui domine le petit village. Donc là j'arrive, il est 18h30. Donc c'est cool. Parce que si il y a un petit bar d'ouvert, ça serait pas mal que je prenne ma bière de la victoire pour fêter cette arrivée. Voilà les amis, je quitte le petit village de Douillac. On va se faire un petit topo. En total, j'ai fait 80 km depuis le début. Et là, je suis à 370 mètres d'altitude. Mais l'ascension, le château que je m'apprête à grimper, me fait monter à 780 mètres d'altitude. Par chance, il y avait une petite épicerie d'ouvert. Donc j'ai pu faire quelques courses d'appoint. Je me suis principalement pris du pain, c'est ce qui me manque. Je voulais préciser aussi, je sais pas pourquoi, ça me tenait à cœur. Je vous ai dit que j'ai acheté du pain dans l'épicerie, mais j'ai aussi acheté des fruits parce que je sens que j'ai besoin de trucs frais, vivants et plein d'énergie. Donc j'ai pris 2 pommes, 2 tomates, 2 bananes. Ça pèse, je vous cache pas que je sens la différence dans le sac là. Mais je peux pas en prendre plus parce qu'après c'est écrasé dans le sac aussi. Mais là je suis content de manger autre chose que mes graines séchées. Moi qui suis pas friand des pommes, c'est marrant, le reste de l'année, je mange assez rarement de la pomme parce que il paraît que c'est le fruit préféré des Français. Moi j'ai jamais trouvé ça très fun, les pommes. Les fruits j'adore ça, mais je parle vraiment de la pomme. J'ai toujours trouvé ça un peu ennuyeux à manger. Sauf les pommes de mon pommier qui ont vraiment du goût. Mais les pommes en commerce, je les trouve immondes. Juste de la flotte farineuse.
Même les bios, hein. Même les bios, je le trouve pas exceptionnel. Mais là, j'avoue que quand je suis en effort et en rando, bah une pomme, c'est tellement le bienvenu, ça fait tellement du bien. Voilà, c'était ma théorie sur la pomme. Et toi, quel est ton fruit préféré? Mets-le en commentaire, je le likerai. Lors du vlog précédent, j'avais filmé le château d'Aguilar et je vous avais parlé des 5 fils de Carcassonne, qui sont les châteaux un peu les plus renommés. Et en fait, on a déjà vu 2 du coup. Il y a Aguilar, il y a Quérébus, qu'on a vu précédemment. Et il y a celui-là qui est le 3e, Père Pertus, qui est le 3e fils de Carcassonne, c'est-à-dire le 3e gros château imprenable et très connu dans la culture cathare, dans l'histoire cathare du moins. J'ai l'impression d'être à une chasse de Pokémon. Oula, faut pas tomber ici. Il est là-haut le château. Ah, ça le fait bien. Les paysages sont ouf. Par contre, pour être franc avec vous, je trouve que c'est une rando difficile. Je sais pas si c'est ma condition physique qui a diminué par rapport à l'an passé, mais je trouve vraiment que c'est une rando hardcore. Ça grimpe tout le temps, c'est aride, il fait chaud, c'est sec, il n'y a pas de point d'eau, il y a très peu de points d'épicerie, enfin... Je trouve vraiment... Elle est bien balisée, ça je retiens, enfin j'admets. Le marquage est très bien fait. Mais c'est pas une rando familiale quoi. C'est vraiment pas une rando familiale. Enfin, il y a des points à un moment, c'est limite de l'escalade. Avec un sac chargé comme le mien, ça peut vraiment être dangereux quoi. Et encore plus si on commence à le faire pieds nus. Ah, et évidemment, je me suis acheté une bière. Pourquoi je fais ça alors que j'ai pas de lunettes? Je fais ça pour me remonter de lunettes alors que j'ai pas de lunettes. Je vous jure, j'ai pas fait exprès, c'était genre naturel quoi. Oui, je me disais, je me suis acheté une bière. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de vous faire le listing de ce que j'ai acheté. J'ai l'impression de devoir me justifier, c'est pas bon ça. C'est parce qu'il y a 2-3 trolls qui traînent sur ma chaîne, qui font chier le monde. Et du coup, inconsciemment, j'ai l'impression que je dois me justifier de mes dépenses quoi. Écoutez, j'ai pris une bière parce que je suis un alcoolique. Voilà. Sauf que l'avantage, quand on prend une bière, c'est qu'on culpabilise pas de la boire parce que je sais que le lendemain, j'enchaîne 25 bornes dans la journée. Donc voilà, je l'évacue correctement. Donc, là on voit le château de Quérébus, c'est là où j'étais ce matin. Et là le paysage est vraiment assez ouf, là-bas on voit plus la Méditerranée. Et là progressivement on s'enfonce. C'est vraiment beau là. Et il y a le château de Péripertus qui domine là. Ah ça le fait bien là. Les amis, je suis dans un dilemme. Moi je viens de cette route et en fait le sentier des Cathares continue tout droit et là il y a ce détour là, cette variante pour aller jusqu'au château. Donc c'est le GR36. En gros ce que j'essaie de vous dire c'est que pour aller au château ça me fait un putain de détour. En fait il n'est pas spécialement sur le chemin. Ça me fait un gros détour et une grosse ascension. Bon c'est très bien que je vais le faire donc je commence à le faire hein. Mais putain. Ouais, il est pas sur mon chemin. Ça veut dire qu'en fait, une fois là-haut, il faudra que je redescende pour revenir là. Ouh là 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 là. Faut avoir la foi, les amis. Vous vous souvenez, je vous ai dit que je croisais rarement des gens sur cette rando. Ce qui est vrai, hein, je croise vraiment personne. Bon, ben, je croise enfin des gens. Ça va le taureau? T'es beau, toi. Vous me faites un défilé là, c'est génial. C'est par là-haut le château? Yes. Désolé de vous annoncer mais je crois que je vais pas aller au château. Je vais pas aller au château, ça me fait un trop gros détour. Parce que là je suis pas encore arrivé. Là-haut je vois déjà l'ambiance, il va y avoir du vent, le château doit être payant donc il va être fermé. Parce que là il est 20h passé. Donc je vais monter pour finalement dormir à côté d'un lieu touristique. Demain je vais être réveillé par des bagnoles. Je vais le visiter, après il faut que je redescende tout ça pour récupérer. Parce que là je suis plus sur le sentier Cathare hein. Là je suis sur le GR qui s'appelle le GR36 et non pas le 367. Je suis un peu déçu hein. Je pensais vraiment qu'il était sur le chemin. Mais là ça me fait un détour. Déjà là ça me bouffe la soirée pour monter jusqu'à là-haut. Ça veut dire que demain, ça va me bouffer toute la matinée pour le visiter. Après, redescendre, même plus. Je crois que j'ai la flemme.
Vous m'en voulez pas, de toute façon, j'ai déjà filmé pas mal de châteaux. Non, je crois vraiment que j'ai la flemme, les amis. Franchement, j'ai envie de filmer les châteaux et tout, hein, vous vous en doutez. Mais là, je continue d'avancer, hein, je suis encore dans l'hésitation. Hein. En fait, je suis tiraillé entre rester vraiment sur le sentier et faire ces lieux assez clés, ces lieux clés, ces lieux forts. Mais là, putain, oh là là, quand je vois l'ascension qu'il y a à faire pour juste un aller-retour, là, oh la flemme. Après, putain, il a l'air ultra épique quand même comme château. Je pense que je regretterai pas une fois là-haut, mais bon, putain. En fait, j'aimerais, au pire, il faudrait que je trouve l'entre-deux. Vous savez quoi? Une bagnole qui monte. Je fais du stop. Une bagnole qui monte et comme ça me permet juste de filmer le... Bon, les amis, j'ai pris ma décision. Je ne monte pas au château. Je suis désolé, je peux pas faire un si gros détour. Là, il est 20 h, donc le château sera fermé. J'ai réussi à appeler. Je suis tombé sur une dame qui m'a expliqué que de toute manière, après, il est fermé. Il n'y a vraiment rien. Il y a juste un parking là-haut. Et voilà, en fait, je pourrais même pas trouver un coin sympa pour dormir. Ah, je prends ça un peu comme un échec personnel. Mais j'espère que vous m'en voudrez pas. Ça aurait été pas si loin, je l'aurais fait, mais là le détour est trop gros et en plus ça grimpe comme ça, donc c'est mort. J'ai déjà assez à faire par là-bas. Voilà. Bonjour mesdames. Je voudrais simplement passer. Bon ben je me suis fait une amie, elle marche avec moi. C'est pour me voler mon sandwich à vous. J'ai pris pas mal de hauteur là, je sens que la végétation change. On s'éloigne aussi des bords de mer, un peu plus verdoyants comme je disais plus tôt. Et ça c'est cool parce que je pense que ça va être un peu plus agréable de trouver des coins de bivouac. Tout là-bas là, ça c'est le château où j'étais ce matin quoi. On peut vraiment voir la distance parcourue. Et encore, j'ai pas été une foudre de guerre aujourd'hui. Moi j'ai quand même tendance à préférer ce genre de décor là. Un peu plus vert, un peu plus forêt, sapin. Après quand on dit que les Méditerranéens sont sanguins, ça se comprend, hein, vu la gueule de leur décor. T'es un peu piquant comme l'arbuste qui t'entoure toute l'année. Franchement, il n'y aurait pas de vent, ce serait juste le meilleur spot quoi. La vue des deux côtés est incroyable. Mais trop de vent. Voilà cette petite séance de beatbox, non pas pour me ridiculiser, c'était simplement pour vous montrer qu'est-ce que je fais lorsque je ne filme pas. Parce que là vous me voyez tout le temps l'appareil au bras, la caméra, mais il y a plein de moments où je marche et je ne filme pas. Et bien pendant ces moments où je marche sans filmer, un truc que je fais souvent c'est du beatbox. Je fais pas ça tout le temps mais je m'entraîne, hein, je fredonne. J'aime bien, je sais pas, c'est un truc que je fais depuis gamin. C'est presque un tic nerveux à ce niveau là. Non mais c'est vrai, hein, tous mes potes vous le diront. Je suis toujours là à battre la mesure, à fredonner quelque chose. C'est un truc que je fais tout le temps. Voilà, c'était une petite parenthèse pour les courageux qui ont suivi le vlog jusqu'ici. Je viens de sortir de cette forêt où les animaux faisaient des drôles de bruits. Et là je découvre ça, un abreuvoir qui est plutôt cool. Ça peut toujours être utile. Ah, ici c'est pas trop mal en fait. Je suis en train de chercher un endroit pour passer la nuit. Hein. Vous allez vous marrer. Cet endroit là il combinait tout pour être parfait. Zone plate, point d'eau, pas de vent,
ombragé pour demain matin, herbe, bref. Le seul truc c'est que, je sens que je vais me faire clasher pour ce que je vais dire. Je capte pas, je capte pas. Et le truc c'est que ce soir je suis censé mettre le vlog en ligne. J'ai un vlog à mettre en ligne, à publier. Et du coup je dois au moins capter pour trouver du réseau et l'envoyer sur YouTube. Oui, je sais, oh là là, tu fais une rando et t'as besoin de ta wifi, t'as besoin de ton électricité. Écoutez, c'est mon choix, d'accord? Vous vous faites vacciner. Moi, je fais des vidéos sur YouTube en allant chercher le Graal. Chacun ses délires. Je crois que c'est bon. J'ai trouvé l'endroit où passer la nuit. Oh, le genre de spot que t'as envie de trouver à cette heure-ci. Je suis entouré de falaises. Il n'y a pas de vent. De l'herbe partout, le terrain est plat, c'est lumineux, c'est dégagé. Parfait. Fin de journée pour moi les amis. Bière bien méritée. Bon, les gens, je capte pas ici non plus, mais c'est pas grave. Ce soir, ce sera une soirée sans internet. Donc désolé s'il y a un vlog de retard. Hein. De toute façon les amis, dites-vous que vous avez toujours Netflix. Parce que moi je vous fournis du contenu gratos et long en plus, hein, mes vlogs sont longs. Et du coup, vous m'en voudrez pas si exceptionnellement je ne sors pas un épisode tous les soirs. Parce que moi je suis sur le terrain, c'est vivant et je m'adapte à ce qui se passe. Si j'ai plus de batterie, je peux plus filmer. Si j'ai plus de réseau, je peux pas uploader. Donc voilà où je vais passer la nuit. Je vais m'installer, m'ouvrir une petite bière. Et puis regarder les étoiles, et puis surtout j'ai profité du fait qu'il n'y ait pas de réseau pour m'avancer sur les montages. Merci d'avoir regardé ce vlog, c'était Céleste Grant, je vous dis à demain pour la 5e journée de marche et donc le 5e vlog. Allez, bonne nuit tout le monde.